Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir un auteur, compositeur, interprète parmi les plus doués de sa génération. Victoire de la musique en 2008 dans la catégorie Artiste Révélation Scène et Album Révélation de l'année. Son dernier album est sorti en 2019 et il porte son nom. Ronan Luce est notre invité ce soir. Bonsoir Ronan Luce. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir. Mais on est très heureux de vous recevoir. Je le disais, votre dernier album en date est sorti en octobre 2019. Alors, je sais qu'on vous a déjà posé la question à plusieurs reprises, mais je vous la pose quand même, parce que 5 ans séparent cet album-là de votre dernier opus. Et la question qu'on a envie de vous poser, c'est mais vous avez fait quoi pendant tout ce temps-là ? Oui, c'est vrai que c'est long, 5 ans. Déjà, j'ai été beaucoup sur les routes. Après mon 3e album, j'ai passé 2 ans sur les routes en tournée. J'ai monté ensuite un spectacle avec mon frère, une espèce de spectacle entre théâtre et chanson. Donc on a tourné aussi pendant un an et demi. Le côté théâtre, c'était vous, lui ? C'est plutôt lui. Il est comédien, en plus d'être pianiste à l'origine. Et on avait monté ce spectacle, qui est un spectacle sur les souvenirs, justement notre apprentissage de la musique, tous les deux, nos chemins qui ont été pendant longtemps parallèles, qui se sont un peu éloignés pour se retrouver sur scène. Et voilà, et puis après le temps de vivre des émotions qui, pour le coup, ont été fortes pour moi et qui m'ont amené sur le chemin de cet album. Alors, votre album est un album très personnel. Je disais que vous dites « La chanson telle que je l'aime » fait toujours écho au vécu de l'artiste. Pour le coup, là, c'est une réalité pour cet album qui parle de la séparation et en particulier, ou en tout cas en filigrane, vous évoquez la séparation avec la mère de votre fille. C'est, à votre sens, l'album le plus personnel ? Sans aucun doute, parce qu'effectivement, il suit ce chemin-là, puisque c'est un thème qui s'est imposé à moi, parce que je pense avoir été à un moment peut-être aveuglé par les sentiments que j'ai ressentis, et que j'avais du mal à parler d'autres choses, en chanson, je veux dire. Et chanson après chanson, c'est ce thème-là qui s'est imposé pour finalement recouvrir pratiquement tout cet album. Je pense que j'ai eu besoin d'expliquer les chemins par lesquels je suis passé, les différentes étapes peut-être émotionnelles qui m'ont traversé. Il y avait plein de choses que j'avais envie de dire à moi-même, de dire à mon ex-compagne, à ma fille. Voilà, c'était un peu mettre un joli point final sur une belle histoire et voilà, pour continuer à avancer. Je disais que vous avez commencé par une chanson en vous disant bon, je vais solder cette histoire, en tout cas ce que j'ai à dire avec une chanson, puis en fait tout l'album y est passé. C'est vrai ça ? Oui, c'est vrai parce que j'ai plutôt eu du mal à aborder les thématiques personnelles et j'ai tendance un peu à fuir ça, à m'en méfier un peu, en ayant peur peut-être de tomber dans les grands sentiments, de faire quelque chose avec trop d'emphase. Donc je me méfiais de ces thématiques-là. Mais néanmoins, je savais bien que je n'avais pas le choix parce que c'était tellement... Ça m'envahissait tellement à l'époque que je me disais, je vais faire au moins une chanson, en parler, dire ce que je ressens. Et donc je l'ai faite et en me disant, voilà, maintenant je peux chercher d'autres thèmes. Et à chaque fois, c'était ça qui revenait par une autre porte, d'une autre manière. Et forcément, on se dit, est-ce que la création passe toujours, quelle que soit, musicale, littérature, est-ce qu'elle passe nécessairement par un sentiment d'amour malheureux, un sentiment malheureux ? Est-ce qu'il faut, pour être un artiste, être un homme malheureux, ou connaître en tout cas ce sentiment ? Peut-être il faut l'avoir connu, mais tout bonnement pour être une personne accomplie, parce que ça fait partie des choses qui nous secouent, qui nous amènent peut-être ailleurs, qui nous challengent un peu dans la vie aussi, qui nous font se remettre en question. Et quand on est artiste, se remettre en question, c'est aussi toujours bon. Je pense peut-être qu'aussi qu'une certaine forme de noirceur aussi est propice à l'introspection, à essayer de comprendre. Quand on souffre, on a envie que ça s'arrête, et pour que ça s'arrête, on a envie de comprendre pourquoi, donc on va chercher en soi. Donc on est peut-être plus... les muses sont peut-être plus généreuses avec les artistes qui souffrent. Voilà, peut-être une offrande, parce qu'on fait pitié aux muses, peut-être, je ne sais pas. Il y a, parmi tous les titres de votre album, plusieurs titres très jolis. D'abord, moi, j'aimerais qu'on parle peut-être juste avant de l'orchestration, parce que c'est très différent de vos autres albums, et il y a tout un orchestre qui vous accompagne. C'est extrêmement sophistiqué, mais ce n'est pas le terme. En tout cas, c'est très écrit, très joué, et c'est assez magnifique. Ça fait écho à votre formation classique, parce que vous le rappeliez, votre frère et vous avez fait de la musique, vous avez un parcours assez classique, vous avez été au conservatoire. Oui, alors c'est vrai que ces sonorités orchestrales, c'est peut-être des sonorités que j'écoute depuis que je suis enfant et qui sont restées. Peut-être inconsciemment, je me disais qu'il faudrait que j'utilise aussi cette culture que
m'ont transmis mes parents, peut-être encore plus mon frère, qui est mon grand frère, donc, dont j'ai un peu suivi aussi la voix. Et puis, je pense aussi que ces sonorités-là sont apparues parce que j'ai composé aussi beaucoup au piano, chose que je faisais très peu avant. Je travaillais beaucoup à la guitare et je crois qu'au piano, je me suis peut-être orienté vers des sonorités qui laissaient de la place à une certaine forme de lyrisme un peu dans l'orchestration. Et puis je crois surtout que j'avais envie, pour être un peu à la hauteur des sentiments que je voulais exprimer, que ce soit un peu flamboyant, qu'il y ait quelque chose qui prolonge aussi ce que je racontais dans mes textes. Que c'est la manière dont j'ai été un peu secoué, que ça se ressente aussi par le souffle d'un orchestre, que je trouve à cette possibilité d'aller très loin dans les sentiments, peut être tour à tour très sombre, tout à coup très lumineux, peut amener une exaltation aussi. Enfin, tout ça, je trouve, collait bien avec ce que je racontais. Dans la presse, d'abord, votre album a reçu un très joli accueil en général. Et je lisais l'article de Télérama qui parle d'un disque archi-classique avec orchestre, d'une force étonnante et d'une élégance sans pli. C'est sympa de recevoir. Oui, je ne me souviens même plus de ça. Ouais, élégance sans pli, j'ai trouvé que la formule était jolie. Et à l'écoute de votre album, c'est effectivement ce qu'on sent. Parce que certes, vous parlez de ça, de ce sentiment amoureux, de cette séparation, de cette douleur, mais avec une forme d'élégance et de pudeur. Parce que vous parlez de vous, certes, mais avec beaucoup de pudeur qui touche pas mal. Et il y a un titre qui m'a plu tout particulièrement, qui s'appelle « On s'habitue à tout ». Et alors évidemment, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'on s'habitue vraiment à tout pendant le film ? Je pense que c'est vrai que je pose cette question dans la chanson sans en apporter vraiment de réponse. Je pense que je sais que la réponse est globalement non, quand même. Et justement, je m'amuse avec ce fait qu'on a l'impression parfois que les choses nous glissent dessus, des choses qui devraient nous secouer, pour lesquelles on devrait se révolter. Au bout d'un moment, à la force de les voir, de les entendre, ça commence à nous glisser dessus, on s'offusque moins. Donc je fais une espèce de liste de toutes ces choses qu'on voit dans nos vies, dans nos sociétés, pour lesquelles parfois on arrive à une forme d'habitude. Et au bout de tout ça, de cette liste-là, je me demande, est-ce que de la même manière on s'habitue à une peine de cœur ? Et la réponse, pour le coup, est qu'on quand même on cicatrise un peu. On cicatrise un peu, mais en tout cas, le souvenir et puis les souvenirs restent. Et ce qu'on entend aussi dans votre album, c'est qu'on peut aussi se séparer de façon intelligente en restant... en respectant la personne qu'on quitte ou qui nous quitte, en l'occurrence la mère de votre fille. Vous parlez à Berlin de fait que jamais il n'y aura un mur entre elle et vous et que votre fille pourra passer de l'un à l'autre sans problème. Ça, c'est quelque chose, c'est une forme de maturité qui est importante. Comprendre que un champ de ruines, ça n'avantage personne dans une relation amoureuse. C'est certain. Je pense qu'au moment de la séparation, quand on se sépare et qu'on a un enfant, je trouve que ce qui m'a le plus paralysé, c'est la peur de faire de la peine, évidemment, de détruire quelque chose chez un enfant qui n'a évidemment rien demandé et qu'on aime plus que tout au monde. Et ce serait très malhonnête de penser que ce n'est pas le cas dans les deux sens, chez les deux parents. Donc il faut préserver évidemment cet amour inconditionnel. Et pour ça, le mieux, c'est de le dire, de le montrer, de le faire savoir. Et l'une des manières que j'ai trouvées pour le faire, c'est d'écrire cette chanson. Et justement, j'ai pris le point de départ d'un vrai voyage qu'on a fait peu après notre séparation, justement pour préserver des choses qu'on vivait à trois. On est partis tous les trois à Berlin. Et en rentrant, j'ai remarqué que c'était étrange d'avoir choisi cette ville, qui était une ville qui avait été séparée, coupée par un mur, et puis réunifiée. Je trouvais que c'était une belle image, peut-être un beau fil rouge à garder pour lui expliquer un peu ce que je ressentais sur le fait que ses parents se séparent. Vous avez 40 ans, oui. Toute la vie devant vous, je dis ça sans condescendance aucune, mais plusieurs albums à votre actif, une vraie notoriété. Et pourtant, moi j'ai lu quelque part, je ne saurais plus vous dire, mais peut-être dans Télérama, j'ai conscience de ne pas avoir trouvé ma voix. Bon, oui. Ça veut dire quoi ? D'abord, est-ce que vous avez dit ça ? Ou en tout cas, est-ce que vous l'avez pensé ? Je ne me souviens pas l'avoir dit. Après, ça peut faire écho à des choses que je ressens. C'est-à-dire que je trouve que dans mon parcours, le doute a toujours été là, et peut-être presque de plus en plus. Enfin, je pense qu'il n'a pas été là au départ, que je suis arrivé avec beaucoup de candeur dans ce métier, plein de rêves et d'envie de réussir à assouvir ma passion qui ne me quitte pas depuis vraiment la toute petite enfance. Devenir chanteur, c'est vraiment quelque chose dont je rêve depuis que j'ai 3-4 ans. Et donc je suis arrivé avec beaucoup
comme ça, de certitude presque, de me dire je suis fait pour ça, j'adore ça, c'est ma passion. Et je crois que petit à petit, je me suis rendu compte à quel point aussi il faut... c'est un métier parfois difficile, où il faut garder une certaine foi en soi. Mais évidemment, toujours avoir des idées, se remettre en cause, se surprendre, et garder une passion aussi dans un métier qui parfois est un peu, qui peut être un peu âpre à vivre. Et comment vous faites justement? Vous parliez de la tournée que vous avez faite avec votre frère sur un registre totalement différent du théâtre. C'est comme ça que vous vous ressourcez, que vous quittez un peu le côté inconfortable de ce métier qui vous oblige, qui vous met une certaine pression. Le succès doit être au rendez-vous. Vous n'avez pas toujours connu le succès. Les 4 albums, il y en a un qui a moins bien marché que les 2 autres. Mais en même temps, vous avez connu un succès phénoménal assez rapidement en 2008. Donc, comment est-ce qu'on garde la foi? Moi, je suis un peu obsédé par la notion un peu de vérité, d'être à sa bonne place, à sa place, et à pas à pas se laisser tenter par une posture. Et je trouve que c'est assez difficile à trouver. Mais c'est vrai que là où j'arrive le mieux à le faire, c'est sur scène, surtout dans certaines petites mise en danger, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien de dangereux, mais d'essayer autre chose, de retrouver une fraîcheur, par exemple, effectivement, ce spectacle où je me retrouvais à avoir des dialogues écrits, c'était pas vraiment jouer la comédie, mais en tout cas, quelque chose de très mis en scène, ça m'a reconnecté à une autre manière d'être sur scène. Ça m'a aussi enlevé toute une recherche sur l'énergie, d'aller chercher le public, les faire taper des mains, chose que peut-être à tort, oui, j'avais gardé, alors qu'on n'a pas toujours besoin de cette énergie que j'aime beaucoup. Vous avez mûri, en fait. Oui, où j'ai appris, je sais pas, découvert. C'est une forme de maturité qui arrive avec l'âge, avec l'expérience. Certainement. On arrive à la fin de la première partie de cette émission. Je vais vous laisser tout seul. Le principe, c'est que je vais vous laisser seul, mais que je vais vous donner des mots et je vais vous demander de réagir à ces mots. Vous allez voir, c'est très simple. À tout de suite. Tout va bien ? Tout va très bien. Alors, le principe de cette deuxième partie, je vous le disais, c'est qu'on va vous proposer différents mots à charge pour vous de réagir à ces mots, de nous dire ce qu'ils vous inspirent. Le premier mot, c'est Bretagne. Bretagne, c'est un essentiel. C'est le lieu de tous les apprentissages pour moi. J'y ai passé les 17 premières années de ma vie. C'est une région que j'ai quittée donc pour poursuivre mes études, et j'avais ce sentiment, je me souviens à l'époque, de partir en me disant que je ne reviendrais pas, avec cette envie pas de fuite, parce que j'avais rien à fuir, mais cette envie d'aller de l'avant et de me dire, je pense que cette région, c'est terminé pour moi. Et puis, peu de temps après, quelques années après, ça m'a pris, j'ai eu besoin d'y retourner. Depuis, maintenant, je vis à moitié là-bas et à Paris, donc j'y retourne très régulièrement, avec ce besoin à la fois de nature, parce que moi j'ai grandi dans la région de Morlaix, qui est tout près de la mer, c'est au bord de la Manche, dans le Finistère Nord, mais dans un contexte de campagne. Moi j'ai grandi au milieu des champs, pratiquement dans une ferme, c'était l'activité principale autour. Et aujourd'hui, ma maison est aussi en plein milieu des champs, à côté d'une ferme. Je pense que j'ai eu besoin inconsciemment de retrouver le même environnement, qui est un environnement qui m'apaise, dans lequel je trouve qu'il est doux d'observer les saisons qui passent, d'être évidemment plus près de la nature, et aussi régulièrement, parce que c'est une autre passion, d'aller au bord de la mer. Et j'aime beaucoup en particulier la voile et le fait d'être aux côtés de cet élément que je trouve magique, les marées, faire de la pêche à pied, c'est le genre de choses qui, moi, me fait un bien fou, et dont j'aurais vraiment du mal à me passer. Donc, je pense que je serais peut-être pour toujours associé, lié à cette région, et peut-être de plus en plus. Je pense que comme beaucoup, cette période est assez propice à se demander parfois ce qu'on fait quand on vit, pourquoi on s'inflige de vivre dans une grande ville. Bien que les avantages soient clairs, mais régulièrement, je me dis peut-être qu'un jour, j'aurai cette chance de vraiment avoir le sentiment d'être dans ce territoire qui me plaît tant et d'y rester. Dans une de vos chansons, vous évoquez votre enfance, en tout cas c'est comme ça qu'on l'entend. Vous parlez de ces enfants qui 6 mois de l'année sentent l'odeur de la cendre et 6 mois de l'année l'odeur du foin.
Oui, c'est vraiment des souvenirs tirés de mon enfance, une vieille maison en pierre avec une énorme cheminée où il y a, évidemment le feu crépite tout l'hiver et on s'y réfugie lorsque le soir, la nuit tombe à 16h30. Il faut trouver un peu de lumière. Et par contre, à l'inverse de ça, dès que les beaux jours arrivent, moi j'ai passé énormément de temps à vélo, tout simplement dans les champs. Enfin, le classique des enfants de la campagne, les cabanes, les balades, les rivières, remonter à pied le courant d'une rivière. Voilà, c'est des souvenirs qui ont été très forts pour moi. Donc oui, il y a ces deux choses, la nature, l'appel comme ça de la nature, et en même temps, oui, la chaleur du foyer, on va dire. Avec votre frère, vous étiez un petit frère sympa ou vous lui cassiez les pieds? On a toujours été très proches. Alors, on était trois, hein, on est trois dans ma famille. J'ai aussi une grande sœur. Je suis le plus jeune de la famille. Mais on a tous 18 mois, j'ai 18 mois d'écart avec mon frère qui a lui-même 18 mois d'écart avec ma sœur. Donc on était quand même une sorte de même génération, donc à partager évidemment beaucoup de choses, en particulier la musique. Donc on avait cette proximité, ce qui ne nous a pas empêché d'énormément se battre. Hein. J'ai beaucoup de souvenirs quand même de bastons où on rigolait pas. Il y avait aussi une forme comme ça de... Je ne l'explique pas encore aujourd'hui. Est-ce que c'était de la rivalité, besoin de chercher sa place, ou simplement la difficulté d'être ensemble tout le temps et de partager nos vies, de comprendre un peu qui on est, qui est l'autre, et d'interagir. Donc il y avait beaucoup de tensions. Je pense que pendant un moment aussi, avec mon frère, on a ressenti le besoin... on s'est un peu perdu de vue, aussi pour des raisons géographiques. Mon frère est parti à un moment vivre aux États-Unis quand j'étais adolescent, donc ça a concouru à nous éloigner un peu, mais on a mis un peu de temps avant de se retrouver et trouver aujourd'hui une vraie complicité qui s'est effectivement concrétisée sur scène en montant un spectacle ensemble. Parce que vous avez un langage commun, c'est la musique. Oui, pas que les mots aussi, en fait. Je pense que peut-être davantage, en fait, bizarrement. Il faut dire aussi que nos approches de la musique, elles sont tellement, enfin, en tout cas, elles ont été tellement différentes, lui ayant été vraiment purement dans un apprentissage classique et pour lequel il a montré énormément de talent de manière très tôt. Moi, moins. Donc, tout en étant passionné de musique, je sentais aussi que j'avais pas cette fibre-là. Donc, on avait aussi des écarts comme ça de langage sur ce thème-là. En revanche, les mots, peut-être davantage. Lui, il a écrit aussi des romans, donc c'est quelqu'un... et puis il écrit de la poésie, c'est quelqu'un qui est aussi très attaché aux mots, donc on se retrouve peut-être plus sur le langage. Et votre sœur, elle a cette fibre artistique aussi, ou pas du tout? Alors, moins. Il faut dire que ma sœur vit avec un handicap depuis sa petite enfance, ce qui ne l'empêche pas, elle aussi, d'être très attachée aux mots, parce que malgré ce handicap, c'est quelqu'un qui lit énormément, qui est passionné aussi de musique, qui me sidérera toujours parce qu'elle peut connaître par cœur le dictionnaire du piano, et si on l'interroge sur un compositeur, elle connaît tout. Elle est assez fascinante pour ça. Mais en revanche, elle a moins peut-être cette fibre, ce besoin de s'exprimer par cette matière-là. Grandir avec une sœur qui a une forme de handicap, quelle qu'elle soit, ça vous rend plus attentif à l'autre, ou ça vous endurcit? Peut-être un peu des deux. J'ai des souvenirs un peu douloureux dans les cours d'école, de voir les moqueries des autres et d'être tellement triste pour ma sœur, bien qu'elle ait toujours fait preuve de beaucoup de volonté. Je vois aussi les sacrifices qu'ont fait les sacrifices, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas l'abnégation dont ont dû faire preuve mes parents, en particulier ma maman, en ce qui concerne la scolarité, d'être vraiment derrière elle pour un peu parfois se battre aussi contre le système, contre l'éducation, en tout cas à l'époque, qui vraiment avait tendance assez vite à mettre de côté les personnes handicapées et à considérer qu'ils ne pourraient pas faire comme les autres. Et ma mère, elle raconte très bien cet épisode où en sortant, en allant chercher ma sœur à l'école, je ne sais pas si c'était à la maternelle ou au CP, elle voyait tous les enfants sortir avec des cahiers, des crayons que la maîtresse avait distribués, et pas ma sœur, parce que la maîtresse s'était dit, non, mais elle ne pourra pas. Et ma mère a toujours eu chevillé en elle l'idée qu'elle pourrait, effectivement.
elle écrit très bien, puisqu'elle adore écrire des histoires, elle lit très bien, et voilà, donc ça m'a plutôt appris aussi oui, vous parliez d'être attentif aux autres, en tout cas de faire confiance dans les capacités de tout le monde. De tout le monde. Le prochain mot, deuxième mot, Renan Luce, c'est séparation. Séparation, bon, écoutez, évidemment, vous l'aurez compris, c'est un thème qui m'a été cher, qui m'a accompagné pendant longtemps. D'abord, au tout début, ce n'était pas un thème, mais c'était une réalité, peut-être un vertige aussi d'un inconnu, d'avoir l'impression d'avoir cassé quelque chose qui avait été construit, qui a donné évidemment de belles choses, en particulier une fille. C'est peut-être un mot avec lequel j'ai pas su quoi faire pendant longtemps, pendant un an ou deux, d'être un peu avec une petite forme peut-être de sidération, de dire bon, comment on vit ça pour que ce soit bien, pour que ce soit doux, pour garder quelque chose, pas toujours facile. Et il m'a fallu quelques mois, quelques années pour y arriver, en particulier en écrivant peut-être dessus aussi. Ça m'a permis d'avoir un petit recul là-dessus. Et pour aujourd'hui, comprendre que ça ne balaye pas ce qui a été construit avant et que c'est que ça ouvre une autre étape dans la vie, dans nos vies, et que c'est génial comme ça, et que qu'on est toujours très liés, très attachés. Mais la séparation, je peux comprendre que ça puisse laisser des marques un peu indélébiles, mais je pense que le plus important, c'est de ne pas laisser place à la rancœur, qu'elle ne reste pas comme ça, qu'elle ne fasse pas une cicatrice trop béante et qui est difficile à refermer, ce qui n'est heureusement pas mon cas. Est-ce que vous pensez, comme certains, que l'amour dans un couple ne peut pas durer toute une vie ? Ça ne m'a pas vacciné contre cette idée-là. Cette petite forme de romantisme quand même, ou de petit idéal là-dessus. Je pense que ce qui est sûr, moi je ne crois pas spécialement à l'amour, aux deux êtres destinés à et qu'il y a une personne qui est faite pour nous, et que si je trouve cette personne, c'est bon, ce sera jusqu'à la fin des temps. Je sais aussi que rester ensemble, c'est pas un travail, parce que j'aime pas non plus cette idée-là, mais bon, c'est une construction, hein, donc comme toute construction, il faut que les bases soient solides, que les éventuelles réparations, c'est nul, je trouve, mes comparaisons sur la construction, sur le BTP. Il y a un côté bonne volonté assez pratico-pratique qui est une réalité dans la vie de couple, hein. C'est tous les jours. Vrai, bien sûr, voilà, c'est ça, exactement. Et non, mais tomber amoureux, c'est aussi merveilleux, en fait, tout simplement. Donc je me le souhaite énormément, et à partir du moment où on est amoureux, on n'a qu'une envie, c'est de croire que c'est pour toujours, hein, je crois. Hein. Est-ce que vous pensez qu'on peut rester amoureux ? Vous parliez tout à l'heure du bonheur, de la passion de l'artiste que vous avez été quand vous avez commencé, vous avez explosé en 2008, et puis après les choses se tassent, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, voilà, il y a une forme de rythme de croisière qui s'installe, une forme de monotonie ou je sais pas, d'habitude. Mais il faut apprendre à aimer autre chose, je pense, du coup. Enfin, c'est-à-dire que sur le même sujet, c'est-à-dire là, vous parliez de l'amour, de la passion pour un métier, qui est le métier d'artiste pour moi, effectivement, cette passion peut s'étioler. En tout cas, ce qui faisait la passion au début, qui était une forme très insouciante, d'envie de monter sur scène et de vie un peu à 100 à l'heure et de rencontres, voilà, ce genre de choses qui m'ont peut-être un peu guidé. Quand ça s'étiole un peu, il est temps sur le même sujet, d'aimer quelque chose qui a attrait aussi à mon métier, par exemple, qui est, je ne sais pas, la découverte approfondir ses connaissances musicales, les utiliser différemment pour s'exprimer, aller se décrire d'une autre manière dans ses chansons. Et dans le couple, ça peut être aussi aimer follement une nouvelle chose chez l'autre, s'attarder sur des sentiments qu'on n'a pas explorés, pour être plus pragmatique, avoir de nouveaux projets. Donc voilà, ça doit certainement aussi oui, c'est toujours cette idée de construction et de remise en cause, mais je pense que la bienveillance, le coup de cœur, même s'il est plus
même s'il ne répond plus à cette idée de passion immédiate, peut rester intact quand même. J'ai envie de le croire en tout cas. Vous pensez que savoir se remettre en cause, aussi bien au point de vue personnel que professionnel, c'est déjà une clé pour permettre de durer? Oui, c'est certain. Il ne s'agit pas non plus de se flageller, parce que moi, je sais aussi avoir cette tendance aussi à être beaucoup dans le doute et dans l'image de soi-même qui s'écorne un peu à force d'être dans l'auto-jugement. Donc, il ne faut pas trop s'auto-juger. En revanche, avoir conscience que la route est longue, que les aiguillages sont nombreux, savoir écouter aussi les autres, sentir ce que peuvent percevoir les autres, écouter les conseils, je dirais surtout des personnes bienveillantes, ce sont des clés effectivement pour se dire peut-être je suis allé au bout de cette première voie-là, il y a une petite ouverture possible dans ce chemin qui est beau aussi, qui est différent. Il ne faut pas avoir peur de les emprunter. Vous êtes un homme qui doute beaucoup? Oui, je doute beaucoup. Oui. Je me remets beaucoup en question. Comme je le disais, oui, je me juge peut-être trop hâtivement. Je pense que j'ai un peu ce besoin de me sentir vrai, et dès que je sens que je cède un peu aux facilités, que ça ne me fait pas vibrer, je suis mécontent de moi. Voilà. Et je n'aime pas cette idée-là. Donc, et c'est parfois très difficile de se sentir dans une totale vérité. Je trouve que c'est difficile de faire abstraction des postures et des attentes. Et donc, oui, je me flagelle un peu parfois. On sent chez vous une forme d'exigence, une forme de fuite de la facilité. C'est pas l'exigence, c'est quelque chose qui vous semble naturel. Il faut être exigeant dans la vie, il faut vouloir et s'en donner les moyens. Bon, c'est assez paradoxal parce qu'à la fois, j'admire énormément ceux qui sont dans un lâcher-prise total, surtout dans leur vie artistique, où on sent que les choses viennent et ce qui vient, c'est juste parce que c'est venu, ça a lieu d'être. Et moi, je ne fonctionne pas comme ça. Pour moi, la création arrive très peu souvent, ça arrive, mais très peu souvent après un lâcher-prise ou un moment un peu magique au piano. C'est très vite assez cérébral et ce qu'il ne faut pas, c'est que ça devienne trop scolaire aussi. Voilà. Donc il faut trouver cette... c'est pour ça que je mets souvent du temps à écrire des disques, c'est que je fais beaucoup de choses un peu scolaires et que je jette parce que je n'y sens pas un souffle. Et il me faut du temps, il faut avoir compris que j'entrevois un peu vers là où je veux aller pour que le petit lâcher-prise, qui est souvent simplement l'étincelle d'un début de chanson, puisse advenir. Vous m'offrez une transition tout à fait ajustée pour le prochain mot. Okay. Inspiration. Déjà, quand j'entends le mot inspiration, je peux pas m'empêcher de penser à ceux qui... D'abord à ceux qui m'ont inspiré, avant même que moi je sois inspiré par des sentiments, des choses qui me font directement faire des chansons. Mais pour moi, une grande partie, je pense, de ce qui explique mon chemin, c'est aussi le coup de cœur que j'ai eu depuis l'enfance pour cette forme qu'est la chanson et qui a dû commencer, j'imagine, dans les toute petite école. Je pense aussi, comme ma mère était institutrice, elle avait cette culture de faire écouter des comptines. Enfin, je pense très vite avoir été touché par ça, l'adéquation des mots et de la mélodie. Voilà, donc j'ai nourri cette passion très tôt et l'envie de découvrir des chanteurs et de vibrer à l'écoute de leurs chansons. La deuxième découverte qui a été importante pour moi, c'est celle du chant, le plaisir de chanter, la vibration presque. Et ça aussi, c'est quelque chose de la petite enfance qui m'est resté. Et puis après, effectivement, mon parcours, oui, a été jalonné de découvertes et de curiosités, de choses qui m'ont marqué aussi sur scène, qui m'ont donné aussi le virus de la scène, l'envie, moi aussi, de connaître cette vie sur les routes. Et aujourd'hui, pour moi, l'inspiration, elle est dans l'écoute de moi-même un peu. J'ai l'impression que c'est là qu'aujourd'hui, je vais le plus puiser, d'être
connecté à un moment, et ces moments sont parfois rares dans nos vies un peu trop rapides, les moments où on est vraiment avec soi-même et à l'écoute de ce qu'on ressent, et qu'on peut avec finesse le décrire, quitte à le mettre en scène, dans une histoire, au travers d'un personnage, peu importe la manière dont on le fait, mais en tout cas être connecté à soi-même. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien, en fait, de sentir qu'on s'est décrit en chanson, et de le faire après sur scène en chantant, c'est assez magique. Il y a une forme de catharsis dans le fait d'écrire, de coucher sur une feuille les mots, ce qu'on pense, ce qu'on vit, ce qu'on éprouve. Bah oui, moi j'ai parfois tendance à dire, peut-être que c'est pas tout à fait vrai, mais que je me lis assez mal. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les sentiments s'entremêlent, s'entrechoquent, j'ai du mal à démêler ce que je ressens vraiment. Et pour moi, l'écriture, c'est l'occasion de mettre des mots là-dessus, que ça devienne un peu plus concret pour moi, quitte aussi à me laisser être surpris, dire je pensais pas que je ressentir ça, mais c'est vrai en fait, puisque je l'ai écrit, puisque c'est arrivé, d'accord, c'est ça que je ressens, et du coup peut-être d'accepter aussi, je sais pas, d'accepter une colère, d'accepter une frustration, ou au contraire d'embrasser des sentiments exaltants, enfin voilà, tout ça me fait peut-être... C'est un petit marqueur de mon fort intérieur. Quand vous trouvez le mot juste, celui qui décrit bien le sentiment que vous ressentez, vous jubilez? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que un des sentiments que je préfère dans ce métier, c'est l'étincelle d'un début de chanson. C'est après avoir tâtonné, être un peu dubitatif, avoir écrit des choses, avoir une évidence où vraiment une phrase suffit à savoir qu'au bout, peu importe combien de temps ça va mettre, ça peut mettre 2 heures ou 6 mois, au bout il y a une chanson qui vaut la peine, dans le sens où elle est vraiment honnête, juste, ou répond à un besoin assez fort chez moi. Voilà. Quand cette étincelle est apparue, c'est un sentiment que j'adore, celui que je préfère, je pense, dans mon métier. Et perdre cette étincelle, vous y avez pensé, vous vous êtes dit là qu'un jour peut-être vous la perdriez définitivement? Je crois pas, parce qu'elle se nourrit vraiment à plein de flammes différentes, qui est l'appel parfois, l'appel de la scène. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné, ça me manque, et donc pour ça aussi j'ai envie d'avoir des nouvelles choses à dire sur scène. Ça peut être l'attrait des studios aussi, que j'ai une autre étape que j'adore et qui me donne envie d'écrire, pour avoir la chance de côtoyer des musiciens exceptionnels en studio. De toute façon, là, c'est la folie qui est la vie elle-même, qui de toute façon va m'imposer des sentiments forts, donc je sais que j'aurai des choses à dire. Et puis c'est un petit peu l'expérience d'avoir pendant très longtemps, enfin d'avoir très souvent cru que j'avais plus rien à dire, et de constater que ça revient toujours, me fait dire aujourd'hui que voilà, ça revient toujours. Vous avez connu un immense succès en 2008, notamment, j'ai en tête votre tube, je ne sais pas si on dit tube toujours, La Lettre. Oui. Je crois que rares sont ceux qui ne connaissent pas cette chanson, en tout cas. Vous avez connu un vrai succès, très vite, très fort. C'est dur de rester dans le succès. C'est inconfortable de se dire que pour le prochain, le deuxième album, il faudra faire aussi bien, et si ce n'est mieux. C'est dur. Ce qui est dur, c'est justement de désapprendre ça, qui est peut-être effectivement le premier réflexe qu'on a. Se dire, ok, puisque c'est comme ça que se construit ma carrière, c'est sur ce genre de modèle qui est une chanson que les gens entendent beaucoup, qui est beaucoup jouée à la radio, et qui... le premier réflexe, c'est de se dire, il faut que ce soit comme ça, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu le premier modèle que j'ai eu, donc il m'a un petit peu pollué, on va dire, mais il m'a fallu un peu de temps pour apprendre qu'il y a aussi d'autres moyens de faire qui sont un peu plus sous les radars, qui sont aussi tout aussi agréables, qui est d'être déjà honnête avec soi-même, et accepter que ce qu'on sort de soi ne touche pas le plus grand nombre. C'est aussi de s'offrir des frissons ou un enthousiasme en créant, tout simplement, ou en partageant sa musique avec d'autres musiciens, et en étant sur scène, en faisant un spectacle qui me ressemble. Tout ça, ce sont des émotions beaucoup plus fortes que la satisfaction du succès, qui évidemment facilite aussi beaucoup les choses en termes
moyen pour travailler, tout simplement, de pouvoir faire ce qu'on veut mais d'être attendu, de sentir un enthousiasme. C'est évidemment des grandes émotions que j'ai vécues, de monter sur scène avec un public déjà acquis et qui est heureux de voir celui dont ils écoutent les chansons actuellement. Ça a été des choses assez folles pour moi, c'est certain. Donc je ne le regrette pas et puis ça m'a facilité beaucoup de choses sûrement. Et puis un petit peu plombé aussi, donc j'ai appris petit à petit à enlever ce poids pour retrouver une légèreté, et cette légèreté, elle est synonyme pour moi de liberté, de m'écouter, de faire ce que j'aime. On va passer au 4e mot, c'est infini. Alors oui, on est déjà dans quelque chose d'un peu plus profond ou abstrait, on va dire. Moi, j'ai une petite fascination pour le mystère. Je pense que ça m'accompagne beaucoup. J'aime bien aussi. Je suis plutôt cartésien, on va dire, quand même. Mais j'aime aussi ne pas avoir de réponse à tout et ne pas chercher de réponse à tout et accepter l'incompréhension dont fait partie cette notion pour moi d'infini. C'est marrant parce que c'est vraiment, je trouve, un truc très commun. Qui naît très tôt, je trouve, chez les enfants, parce que j'en ai parlé souvent avec ma fille, même quand elle était vraiment toute petite, cette idée d'infini. Et c'est toujours marrant de les voir perdre la tête pratiquement, à se dire mais et après, il y a quoi? Et encore après? Et voilà, cette notion que ça ne s'arrête pas, l'espace, et tout ça, c'est assez magique de partager ça avec un enfant, cette espèce de perception qu'ils en ont, qui n'en est jamais finalement une. Et j'essaie de garder un petit peu aussi cette part de mystère. Quand vous parlez de mystère, vous pensez à quoi? Le mystère, ça peut être celui de notre présence sur Terre, le mystère des confins de l'univers, le mystère de notre intérieur aussi, le mystère des sentiments qui naissent et meurent. C'est infini, justement. Ne pas avoir à chercher d'explications, c'est plutôt mon tempérament, mais par contre, essayer d'expliquer le trouble dans lequel ça me met et de décrire des sentiments, même s'ils sont flous, c'est plutôt quelque chose que j'aime. Et je suis plus attaché peut-être à l'infinité de l'âme humaine ou de la pensée qu'à l'infinité de l'espace et des mondes. Quand vous dites l'âme humaine, vous pensez à quoi? À ce qui fait la quintessence de l'être humain? Vous la définiriez comment, l'âme humaine? C'est vraiment pour moi quelque chose d'assez abstrait et en même temps qui fait écho à des choses que je recherche, c'est-à-dire être touché par l'autre, en fait, tout simplement, être sans explication, avoir l'impression de comprendre l'autre dans toute sa complexité, ressentir comme ça, de manière un peu fugace, ce qui fait qu'on a une attirance pour quelqu'un, une compréhension, qu'on se reconnaît en l'autre aussi, de sentir que l'autre se reconnaît en nous, de sentir une bienveillance aussi. C'est aussi un mot que j'aime bien et qui, pour moi aussi, est très agréable à ressentir chez l'autre, à se sentir accueilli par l'autre. Voilà, pour moi, l'âme humaine, en tout cas ce que j'aime y déceler, c'est ce genre de sentiment-là. Vous pensez que, vous parliez d'amour tout à l'heure et de la conversation que vous avez avec votre enfant, est-ce qu'il existe quelque chose de plus oblatif, de plus grand comme don de soi que l'amour d'un père pour sa fille, et je mets ça au masculin, au féminin, à l'infini, hein? Vous parliez de votre maman tout à l'heure vis-à-vis de votre grande sœur. Oui, alors c'est vrai que je ne sais pas s'il y a des choses, des sentiments plus grands, mais en tout cas, il n'y a pas plus inconditionnel, ça, je pense, hein. Et plus viscéral et plus entier et plus à la fois plus vertigineux parce qu'il y a aussi une responsabilité derrière ça et en même temps il n'y a rien de plus nourrissant et qui élève
autant que ça. C'est aussi un plaisir de revivre en miroir sa propre enfance dans les yeux de son enfant. Donc c'est aussi quelque chose qui nous raccroche à la jeunesse. Peut-être ça a trait aussi à une notion d'infini, de se renouveler dans une autre âme qui se renouvellera peut-être dans une autre. Voilà, tout ça fait que c'est des moments magiques à vivre. Et puis c'est, je sais pas, ça fait tellement partie de moi maintenant que j'ai du mal à m'imaginer sans être père. Voilà, c'est devenu une énorme partie de ce que je suis, et d'avoir toujours ces pensées très, très chaleureuses à l'égard de quelqu'un, c'est très, très nourrissant. Est-ce que vous êtes un père qui est émerveillé par son enfant, au sens de découvrir un être humain totalement à part entière, mais qui est quand même issu de soi, mais de le voir grandir, c'est quand même... Vous êtes fasciné par ça? Oui, je suis fasciné par le fait de voir effectivement émerger presque de rien, on va dire, un être à part entière qui va se construire petit à petit, et émerveillé aussi par voir tout l'imprévu qu'il y a dans cette construction-là, et des choses qu'on a, des traits de caractère qui tout à coup apparaissent, et des nouvelles obsessions, et une curiosité, et une ouverture au monde, et de la découverte de la complexité du monde, et les questions sans réponse, et ouais, être au milieu, de pouvoir apporter quelque chose et parfois rien du tout. C'est très beau à voir, à la fois de se sentir indispensable, et en même temps de sentir que c'est déjà quelque chose qui nous échappe, en fait. C'est ça qui est très beau. Vous avez changé depuis qu'elle est là? Oui, j'ai du mal à expliquer ce qui en moi a changé parce qu'elle est là, bon, je sens aussi que dans tous les cas, quand on avance dans la vie, on change. Bah oui, mais mes questionnements ont changé. J'ai aussi mon envie de peut-être une forme de calme aussi, peut-être qui vient grâce à ça, peut-être une forme des choses qui aident à relativiser, donc d'être moins peut-être impatient pour sa propre personne, parce qu'on a tout le loisir d'en observer une autre, donc ça pose un peu, j'ai l'impression. Merci pour tout ça. Et pour, merci à vous. Voilà, on va se retrouver, je vais revenir près de vous et on va passer à la troisième partie de cette émission. À tout de suite. À tout de suite. Ça va? Je vous ai laissé tout seul, mais ça s'est bien passé, j'ai l'impression. Je suis ravi de vous retrouver aussi. Hein. C'est le plus sympa de parler à quelqu'un qui a une caméra? Ah, je vous confirme. Oui, il y a une forme d'immédiateté quand même, et puis un inconfort qui disparaît tout à coup. On sent que vous êtes un homme de rencontre, qu'il y a l'alchimie de la rencontre avec l'autre, quel que soit cet autre, est importante pour vous. Que vous savez ça a été pour moi, en tout cas, déterminant à chaque fois, dans tout, en fait. J'ai besoin de me sentir entouré. À la fois, je suis aussi quelqu'un de très solitaire, en tout cas, qui supporte très bien la solitude, qui de temps en temps la recherche aussi pour écrire, et qui s'en accommode très bien, mais je sais aussi ce que je dois aux rencontres en termes justement de découvertes nouvelles, de remise en question, et puis aussi de gens qui m'ont transmis un enthousiasme nouveau, ou qui m'ont aiguillé vers quelque chose que je ne connaissais pas, donc oui, j'ai besoin de ça, oui. On sent, et d'ailleurs c'est assez étonnant, que malgré le succès, il y a un vrai doute, alors pas au sens douter de votre talent, mais voilà, une remise en cause en permanence, une forme d'humilité, j'allais dire, qui est là. Oui, alors j'espère pas pousser à l'extrême non plus, mais... Non, c'est pas l'impression que vous donnez, mais je me suis dit, est-ce que le fait d'avoir connu du succès, puis après des choses plus mitigées, est-ce que d'un coup ça vous remet les choses à plat, au sens où vous remettez les choses à leur vraie place? Ce qui est sûr, c'est que j'aime bien aujourd'hui la place dans laquelle je me trouve, qui est effectivement une place un peu moins sous le feu des projecteurs, et qui me laisse, pour moi, en plus, je ressens plus de liberté. Et je supporte mieux
la petite mise en danger d'aller chercher des nouvelles choses qu'à l'époque où je me sentais un peu tétanisé par la vivacité de la lumière. Aujourd'hui, je sens que j'ai plus de champs et la possibilité d'aller essayer plus de choses dans différentes formes sans chercher à ce que ce soit vu par le plus grand nombre et d'accepter juste aussi l'expérience, de vivre une expérience déjà pour moi ou pour quelques personnes, ceux qui me feront l'amitié de suivre ce que je fais. C'est une forme de liberté que vous expérimentez aujourd'hui? Oui, et je souhaite garder aussi ça, tout si tant est que ça me permette néanmoins de continuer à faire ce métier. Et même si cette liberté implique le fait, vous le disiez, d'être en vérité, d'être honnête et de ne pas faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, et donc de déplaire peut-être. Oui, mais de me reconnaître dans ce que je fais, c'est primordial pour moi. J'ai jamais eu l'impression non plus de faire un grand écart entre ce que je suis et ce que je proposais, mais je pense aujourd'hui j'ai envie de me laisser la possibilité d'essayer d'autres choses, de me laisser le temps de le faire, et peut-être aussi que tout comme on parle beaucoup de décroissance en ce moment, moi aussi je suis dans ma forme de décroissance où j'attends peut-être moins de choses des autres, mais par contre j'attends de moi juste de vivre des belles choses, de belles rencontres, de me surprendre par ce que des muses voudront bien me proposer. La qualité plutôt que l'accumulation, en fait. Oui, et puis la qualité, surtout la richesse la richesse de la vie, de ce que je vais vivre, en fait. C'est quoi votre moteur intérieur? Moi, je pense que c'est comme si très très jeune, j'ai vu une voie ouverte pour moi, tracée, dans laquelle j'ai senti que c'était une voie douce pour moi, idéale, et que depuis, aucune autre ne s'est ouverte pour me dire non, en fait c'était bon, oui, je vois bien pourquoi tu as eu ce rêve-là, mais en fait c'était une fausse route, c'est plutôt là-bas. C'est toujours cette route-là, donc je la poursuis, et qu'elle me fait vivre aussi de magnifiques émotions. Vous êtes, comme tous les artistes qui ont vécu le confinement, comme tous les Français, vous avez dû ronger votre frein, vous avez arrêté votre tournée, je crois que le dernier concert c'était le jour même du confinement en mars. Il y a d'autres choses qui vous donnent envie dans la vie? Oui, mais c'est souvent des projets quand même liés à la scène. Je sais que je suis en train de chercher une idée de spectacle alors c'est pour dans longtemps, c'est pour l'été qui suit, parce que j'aimerais bien proposer quelque chose, peut-être pas tout seul, mais très peu sur scène, peut-être 2, 3 pour faire une petite tournée d'été dans les petits villages, et des choses comme ça, quelque chose que j'aimerais bien faire. Vous préférez les petites scènes plutôt que les grosses scènes? Bon, je ne sais pas si j'ai une préférence. Les grandes scènes, c'est aussi magique en termes d'énergie, de communion et tout. J'adore vivre ça. C'est vrai que les petites scènes, cette proximité, laisse peut-être plus de place à la finesse et donc d'être un peu plus vrai, peut-être. Et puis, je sais pas, dans les rêves que je nourris, j'adorerais un jour explorer un peu la forme de la comédie musicale, parce que j'ai toujours aimé ça. On sent dans votre album Renan Luce, qui est sorti, dont on a parlé, qui est sorti, on sent ça. On sent des prémices de la comédie musicale tout à l'heure. Oui, peut-être que ça, sans me rendre compte, c'est peut-être la première porte que j'ai ouverte vers ça. Mais c'est encore. Ce que j'aime aussi dans cette forme-là, c'est que c'est une route longue entre où on trouvait l'idée. C'est un travail d'équipe, c'est quelque chose qu'on met du temps à monter. Et j'adorerais vivre ça, cette notion de troupe, de répétition un peu longue, de première, de rester dans le même théâtre longtemps. C'est quelque chose que j'aimerais bien vivre un jour. Et la création, l'effort créatif, c'est assez solitaire chez vous? Ou non, là, vous pourriez vous entourer? Ah oui, de plus en plus, j'aime le faire. J'ai jamais travaillé 100% tout seul. C'est vrai que je compose et j'écris mes chansons. Mais dès que je suis en studio ou sur scène, le partage il est très important et je sais à quel point je dois beaucoup à tous les musiciens qui m'ont accompagné, que ce soit sur scène ou en studio, parce qu'ils apportent aussi tellement. Une chanson qui a une première couleur que j'ai un peu façonnée dans mon coin, là tout de suite, elle arrive ailleurs grâce au talent des musiciens. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui... moi, j'écoutais votre album et je me suis dit que vous avez atteint quand même une sorte de maturité. Alors, ça, c'est dû à la vie, mais c'est aussi dû à votre professionnalisme, au fait que quand même, ça fait un certain temps. En 2008, ça fait quoi, si je ne m'abuse 12 ans, hein, 12 ans, ça commence à faire. Vous avez ce même sentiment, une forme de maturité, de sérénité, de vous dire que, voilà, vous savez ce que vous valez, entre guillemets. Non, c'est pas ça. Je pense aussi que... Enfin, c'est plus vraiment, pour le coup,
tout bonnement de l'expérience aussi, d'avoir pris le meilleur de chaque expérience que j'ai vécue et d'avoir le souvenir de quelque chose qui a bien fonctionné, pour moi en tout cas, qui m'a bien ressemblé, de le pousser encore un peu plus loin, de faire des nouvelles rencontres et de se dire que telle ou telle personne, musicien ou autre, va m'amener ailleurs et forger quelque chose peut-être d'un peu plus beau qu'avant. Enfin voilà, c'est cette idée aussi d'avancer, d'être... c'est pas une histoire de progrès, mais c'est une histoire de creuser plus profondément. Qu'il y a des rencontres qui vous attendent encore, que vous avez plein de choses encore à vivre. C'est complètement inhérent à ce métier, c'est pour ça qu'il est magique. C'est vraiment pas du tout un métier solitaire, et je le vis encore plus là en ce moment en tournée. En plus, on est avec tout un orchestre, donc on est vraiment nombreux sur la route, et il y a cette vie de troupe et le fait que chacun amène sa petite pierre, technicien, musicien, pour moi, c'est indispensable. Tout à l'heure, je vous posais la question de savoir si vous étiez à votre place, si vous aviez, vous étiez au bon endroit. Vous n'étiez pas sûr de vous, vous aviez une forme encore d'humilité. Puis là, j'ai quand même entendu quelque chose de fort, c'est que vous avez, depuis tout petit, la certitude que vous avez une voix qui est celle-là, que vous arpentez depuis 12 ans maintenant. Donc en fait, vous n'êtes pas si plein de doutes que ça. Les doutes, heureusement, ils ne sont pas en train de se dire j'ai fait fausse route, je ne suis pas du tout fait pour ce métier. Heureusement, j'en suis pas là. Les doutes, c'est plus dans tous les petits sentiers autour qu'on peut emprunter. Mais ça, c'est plutôt sympa. Oui, bien sûr. Non, ça fait partie de... Oui. C'est plutôt jubilatoire. Ça reste une vie un peu aventurière. Donc je me félicite tous les jours d'avoir cette chance-là, quand même, d'avoir cette surprise-là dans la vie. Renan Luce, aventurier de la chanson. Merci 1000 fois d'avoir pris le temps de venir à parler avec nous de votre album qui porte votre nom, Renan Luce. Je me demandais comment vous alliez tituler votre prochain album. Et à un moment, Renan Luce, il faudra décliner après... Il va falloir me remettre à trouver un vrai titre quand même. Voilà, et puis toutes les chansons qui vont avec. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps de discuter avec nous. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine. Cette émission, évidemment, vous pouvez la retrouver sur le site de kto-tv.com.